un couple, c'est comme un attelage. Les deux doivent marcher au même pas. S'il y en a un qui traîne, un qui a envie de galoper et l'autre va lentement, ça ne peut pas durer malgré toute la bienveillance et tout l'amour. Au bout d'un certain temps, ça éclate, ça n'est pas possible. Les deux sont exaspérés. AVS avec Philippe Robichon. AVS, à votre santé. Bonjour et bienvenue. Nous allons parler de la douance et de l'amour ce matin avec mon invité. Elle s'appelle Ariel Ada. Bienvenue sur Beurre FM. Bonjour. Vous êtes psychologue, spécialiste de la douance intellectuelle et vous publiez Faire le bon choix amoureux, les adultes doués et la quête amoureuse chez Odile Jacob. À noter que vous avez été la psychologue référente d'une association qui s'appelle Mensa. C'est une association qui regroupe qui, Mensa ? C'est déjà une association internationale et assez anglo-saxonne d'esprit. Donc en France, enfin dans les pays latins, elle est moins répandue. Et on y rentre en passant des tests de raisonnement logique en général. Et il faut être dans les 2% supérieurs. Les résultats au test se distribuent selon une courbe normale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens au milieu, beaucoup de gens qui réussissent un certain nombre de questions, très peu de gens qui n'en réussissent pas du tout et très peu de gens qui les réussissent toutes ou presque, qui savent répondre à toutes. Et voilà. Et c'est à ce bout de cette courbe, c'est les 2% du dessus, mais pour le raisonnement logique, pas pour tout. Eh bien, ceux-là peuvent rentrer à Mensa. Alors, souvent, on raisonne en termes de chiffres. Quand on parle de coefficient intellectuel, il faut avoir combien en gros 130. Au-dessus de 130. Voilà. Bon. Vous utilisez le terme de doué. Oui. Pas de haut potentiel, pas de surdoué, pas de zèbre. Pourquoi est-ce que tous ces vocables-là, ça vous énerve ? Très vite, parce que... Précoce, on a dit longtemps précoce. Ah oui, non, alors on a dit précoce. Au début, on disait précoce, même les associations s'appellent enfant précoce. Ce que je trouve réducteur, parce que un enfant doué reste doué, ça devient un adulte doué. On ne peut pas dire un adulte précoce, ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'il va devenir gâteux à 40 ans. Ça ne veut donc rien dire du tout. Alors, tandis que doué, on est doué pour raisonner intellectuellement, on est doué en logique, comme on est doué en peinture, en musique, en sport. Voilà, c'est un don qui vous est donné, effectivement, un don qu'on cultive plus ou moins, qui vous sert dans la vie. Comme un musicien, son don lui sert dans la vie pour devenir musicien. Si on n'est pas doué en musique, c'est pas la peine. Donc, les adultes doués dont nous allons parler aujourd'hui, ce sont des adultes très intelligents, c'est ça ? Oui, ce sont des adultes. Ou qu'on pourrait appeler dans d'autres émissions des hauts potentiels, voilà. Oui, mais alors au potentiel, en résumé, c'est HP. HP, ça fait hôpital psychiatrique, ça fait Packard, ça fait ce qu'on veut. Il faut toujours se méfier des sigles comme ça, parce qu'on peut mettre ce qu'on veut derrière. Et donc, doué, je trouve que c'est pas agressif, c'est pas... Mais est-ce que ça définit... Est-ce que le fait de dire de quelqu'un qu'il est doué, ça définit vraiment le fait que c'est quelqu'un qui a un QI élevé, vous voyez ? On peut être doué pour faire quelque chose, oui, sans avoir c'est pour ça que je dis qu'on peut être doué pour la musique ou doué pour quelque chose. Là, le test mesurant le raisonnement logique, la façon de réfléchir, eh bien, on est doué pour la réflexion, pour des idées originales. On peut se dire que tous les gens qui ont fait des découvertes, qui ont fait avancer l'humanité, eh bien, ce sont des gens doués. Les médecins ou les chirurgiens qui ont fait des premières d'opérations extraordinairement compliquées, qui ont eu des idées fantastiques, ceux-là sont des gens doués, c'est sûr. Ceux qui ont inventé la machine à vapeur, ceux qui ont travaillé à mettre les avions au point, ce sont forcément des gens doués. Parce que non seulement ils ont l'idée, mais ils peuvent l'appliquer, ils peuvent trouver le moyen d'arriver à la concrétiser. Ça suffit pas d'avoir l'idée. Il faut pouvoir la concrétiser, il faut de la persévérance, il faut de l'endurance, il faut pas se décourager, quand vous réfléchissez sur un sujet, c'est même la nuit, vous avez des idées la nuit qui vous viennent, parce que votre cerveau a travaillé à rechercher une solution. C'est une démarche de pensée, c'est pas un coup de génie comme ça, ça se fait tout seul. À quel moment, vous, dans votre parcours professionnel, vous décidez de vous consacrer justement aux enfants doués et aux adultes doués ? Et à en devenir une spécialiste, d'écrire de nombreux livres sur le sujet, de faire des conférences en France et à l'étranger ?
Oui, d'abord c'était une chance finalement de trouver un domaine comme ça, mais c'était très vite parce que quand j'ai commencé à travailler, on faisait systématiquement des tests. Je parle de travailler dans des centres de consultation, des CMP, des CMPP, c'était gratuit, donc les gens ne payaient pas. Eh bien, systématiquement, c'était un protocole un peu hospitalier, on voyait un enfant. Il y avait un entretien avec l'assistante sociale, l'orthophoniste qui faisait un bilan si besoin était, et la psychologue qui faisait un test, et ensuite on aboutissait chez le médecin qui coordonnait tout ça et qui décidait ce qu'il fallait faire. Il y avait des synthèses, mais le test faisait partie du protocole d'examen du début. Et là, je me suis tout de suite aperçue, très vite, que des enfants on pouvait pas leur appliquer la grille habituelle, parce que ils échappaient à cette grille et le résultat au test donnait des chiffres très élevés. À l'époque, on utilisait aussi au début le WISC qui donne un chiffre par rapport à la population du même âge. On compare les résultats d'un enfant aux résultats obtenus par un certain nombre d'enfants dans une fourchette de 3 mois. Et pour les adultes, c'est de 5 ans. Mais au début, pour les enfants, on calculait en âge mental. Le test était comme ça. Après, on a trouvé d'autres tests. Eh bien, ils avaient 4 ans, ils avaient à 8 ans, ils arrivaient au score d'un enfant de 12 ans. On ne pouvait pas leur appliquer la grille habituelle parce que ça devenait pathologique. Supposé, ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont pas d'amis. Alors maintenant, ce fameux Asperger, on dit il est autiste. Mais c'est pas ça. C'est que s'il a 6 ans, qu'il a des quantités de centres d'intérêt que les autres ignorent complètement, ils y viendront plus tard. Mais lui, à 6 ans, il a un vocabulaire fantastique. Il a des questionnements aussi qui sont très profonds. Donc, il ne peut pas s'entendre avec les autres qui le trouvent bizarre, qui se moquent de lui. Donc, il est à l'écart. Donc, on dit il est à l'écart, il ne s'entend pas avec les autres, il doit être autiste. Et c'est parti. Si on se dit, non, il a 145 de QI, c'est normal qu'il ne s'entende pas avec les autres, il n'est plus autiste, il a 145 et il s'entendra bien avec des enfants qui ont 145. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il peut s'entendre avec des enfants qui sont comme lui, qui se reconnaissent de sa façon de penser. Voilà, parce qu'ils ont le même vocabulaire. Ils ont un vocabulaire. Moi, j'entends des parents qui disent « Oui, mais ils ne s'entendent pas avec les autres enfants. » Et c'est quelque chose qui revient souvent, moi. Oui, ils ne s'entendent pas. Mais c'est pas ne pas s'entendre avec les autres enfants. Parfois, ils ont des amis, je vois des gosses depuis la crèche. Ils ont rencontré quelqu'un à la crèche et ils sont restés les mêmes, comme ils habitent le quartier, la même école. Et ils sont amis, mais amis très profondément. C'est mieux qu'un frère parce qu'il n'y a pas de rivalité. Bien, alors la vie amoureuse, c'est déjà une question complexe. En soi, oui. Quand on l'étudie. Oui, en soi, oui. Qu'est-ce que la question de la douance rajoute à la complexité du couple ? Eh bien, comme nous disions tout à l'heure, l'amitié, on dit il ne s'entend pas avec les autres enfants. C'est parce qu'il y a une différence. Il y a une différence de centre d'intérêt, d'expression verbale, d'émotion aussi. On n'a pas parlé des émotions. Alors, l'hypersensibilité qu'on attribue aux personnes douées, oui. Est-ce que c'est quelque chose qui concerne toutes les personnes qui sont douées, par exemple ? Non. D'abord, il y a les pervers qui ne sont pas sensibles, mais qui sont doués. Non. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent je ne suis pas douée, mais je suis hypersensible. Non, l'hypersensibilité, il y a un autre versant, c'est que ça leur permet de capter les émotions des autres, de leurs interlocuteurs. C'est-à-dire que si leurs interlocuteurs, sous un abord assez doux, assez gentil, bienveillant, en fait, ce sont des gens extrêmement méchants, agressifs, mais c'est déguisé, ça, ils le captent. Pour les enfants, par exemple, ils captent. Un professeur qui n'est pas bienveillant, mais qui a l'air de l'être, il capte parfaitement bien que ça n'est pas ça. Ils réagissent très violemment. J'avais dit une fois, ils se hérissent comme les chats. Vous savez, ils supportent plus. Et les adultes essayent de plaquer un politiquement correct en disant non, en trouvant des excuses aux gens. Mais dans le fond, ils sont aussi capables de capter ce qui émane de quelqu'un. Et c'est ça l'hypersensibilité. Mais aussi, ils sont vite blessés parce qu'ils n'ont pas une image très solide et ils sont très sensibles à la méchanceté.
eux-mêmes n'étant pas méchants, étant incapables de faire du mal aux autres, parce que c'est comme s'ils s'en faisaient à eux, ils se mettent à la place des autres, ils sont incapables donc de faire du mal. Donc quand on leur fait du mal, ils ne comprennent pas pourquoi, et ça leur fait vraiment du mal, ça les écorche. Quand on leur dit des choses méchantes, agressives, ça les blesse. Deux personnes qui sont douées, quand elles se rencontrent, est-ce qu'elles se reconnaissent ? En principe, oui, ça va très vite même. Je parle pour les couples, parce que finalement, ça pourrait être une forme de coup de foudre, vous voyez ? Oui, alors malheureusement, le coup de foudre, c'est autre chose. Il peut y avoir un coup de foudre entre deux personnes. Alors là, je ne sais pas quelle alchimie se passe, mais il y a des gens qui disent « Mais qu'est-ce qui m'a pris ? Mais j'ai été amoureux ou j'ai été amoureuse. Mais je ne comprends pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas à quoi tient le coup de foudre. Mais il ne tient pas un coup de foudre qui n'est pas avec des gens pas assortis, ne tient pas la route, ne tient pas la distance. Mais sinon, les gens se reconnaissent. C'est vrai pour l'amitié aussi. Que ce soit amitié ou amour, ils se reconnaissent tout de suite. Parce que c'est l'histoire d'une rencontre, en fait. Voilà, il faut avoir de la chance. Bon, en l'état actuel des recherches, qu'est-ce qu'on sait de l'impact d'un QI élevé sur la vie maritale ou amoureuse ? Est-ce qu'il y a des recherches qui déjà se sont intéressées au phénomène ? Alors non, il n'y a pas vraiment de recherche sur la vie amoureuse. Mensa avait fait un questionnaire sur les couples, des gens qui se sont connus à Mensa et qui disent qu'après bien des péripéties, bien des déboires, enfin ils ont trouvé quelqu'un parce qu'il y a un préalable, il y a des choses acquises et ils savent à qui ils ont affaire. Mais ça ne suffit pas, il y a aussi des divorces. Alors, c'est quelque chose d'absolument indispensable. Il faut que les deux fonctionnent au même rythme. Je dis qu'un couple, c'est comme un attelage. Les deux doivent marcher au même pas. S'il y en a un qui traîne, un qui a envie de galoper et l'autre va lentement, ça ne peut pas durer, malgré toute la bienveillance et tout l'amour. Au bout d'un certain temps, ça éclate, ça n'est pas possible. Les deux sont exaspérés. D'accord. Est-ce qu'on doit comprendre que pour qu'un couple fonctionne, si l'un est doué, il faut que l'autre le soit aussi ? Oui, c'est choquant. Ça choque beaucoup de monde. Je l'avais dit dans une conférence il y a longtemps, 2002 je crois. Je l'avais dit, la salle a très mal réagi pour la plupart, en disant non, c'est scandaleux, c'est pas correct, si vous voulez, de dire ça. Mais il faut quand même que les deux soient assortis. Et il faut qu'il y ait un minimum de mode de raisonnement semblable. La rapidité, je dis, on se comprend. Qu'est-ce qui peut poser problème ? Voilà, parce qu'il faut que les gens comprennent qu'est-ce qui peut poser comme question entre une personne qui est douée et une personne qui ne le serait pas, et pourtant qui a priori s'aiment, qui ont eu un coup de foudre. Oui, ils s'aiment, mais une situation, il faut prendre une décision rapide. Celui qui est doué, il a déjà une envergure intellectuelle qui lui permet de saisir tous les paramètres de la situation et d'en faire une synthèse et de trouver la solution. Celui qui n'est pas doué, il y arrivera peut-être, mais ça lui prendra beaucoup de temps. Peut-être qu'il ne saisira pas tous les paramètres. Peut-être qu'il y a des moments où il ne fera pas de lien. Alors il faut lui expliquer. Si on lui explique, il comprend, mais ça prend un temps fou. Voilà, c'est dans le quotidien, réagir dans des moments où il faut être rapide, où il se passe quelque chose, il faut être rapide. Pour les enfants aussi, vis-à-vis des enfants, il faut pouvoir réagir d'une façon coordonnée. Si un réagit d'une certaine façon et l'autre, s'il y a des divergences dans l'éducation, les enfants en profitent, c'est une faille, ils s'engouffrent là-dedans et ça va. Donc il faut vraiment que les deux fonctionnent de la même façon, qu'un seul coup d'œil suffise pour qu'ils s'entendent. Une espèce de complicité qui renforce l'amour. Mais ça, c'est le monde magique des bisounours. Non, parce qu'il peut y avoir des divergences, mais la divergence, le fond restera solide. Tandis que si les deux ne sont pas au même niveau, le fond n'est pas stable. Bien. Alors, votre livre vient de sortir. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de littérature pour l'instant sur le sujet. Vous ouvrez une brèche. Oui, j'étais morte de peur. J'ai mis 3 ans, j'ai tâtonné, je m'arrêtais en disant mon Dieu, mais où je vais, mais qu'est-ce que j'écris, mais qu'est-ce que... j'ai eu du mal. Est-ce que vous, parce que vous avez quand même du terrain, vous avez 30 ans, un peu plus de 30 ans, 30 ans de terrain, est-ce que vous rencontrez par exemple des adultes doués qui sont en échec amoureux, mais oui, qui n'arrivent pas à expliquer, vous voyez C'est pour eux que j'ai écrit ça. C'est pour eux. J'en rencontre certains où je vois des parents d'enfants
des couples qui disent mais oui, j'ai eu de la chance. On s'est trouvé, j'ai eu de la chance. Mais la plupart disent non, je vois des filles elles sont belles, elles ont de l'humour, elles sont intelligentes, bien sûr. Et elles disent oh, non, mais j'ai fait une croix dessus, vraiment, je n'y arriverai pas, je sais que je ne rencontrerai pas, ça n'est pas possible. Ou des hommes qui me disent non, mais chaque fois c'est un échec et je ne comprends pas pourquoi. Pourtant, je suis amoureux, je fais des efforts et ça ne va pas. Mais je rencontre plein, c'est pour ça que j'ai écrit. Pour eux que j'ai écrit ce livre, pour essayer de les guider, de leur éviter les faux pas et de les mettre en garde. Alors, on a Kamel qui veut intervenir. Tiens, Kamel, au 01 53 48 3000. Kamel, bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour Kamel. Oui, donc je voulais intervenir. Alors c'est bizarre, ça fait plusieurs mois en fait j'avais intervenu parce que j'avais des problèmes avec mon enfant qui est précoce et j'avais expliqué à l'époque moi-même quand j'étais enfant j'avais été diagnostiqué, je passais en ce terme-là, précoce également. Et là, en fait, je suis... Donc, le sujet me parle particulièrement parce que j'ai des soucis, enfin, je ne vais pas dire des soucis, mais un déséquilibre dans mon couple et je le sens qui se creuse de plus en plus avec mon épouse parce que on fonctionne pas pareil, parce que pourtant c'est quelqu'un d'assez doué. Alors je sais pas le mot, vous utilisez plein de mots. Moi je dis c'est quelqu'un qui a fait des études assez poussées, donc une école d'ingénieur, donc elle a quand même un certain niveau intellectuel. Mais je sens un espèce de décalage entre nous, notamment parce que je expliquais votre spécialiste au quotidien, par exemple pour des prises de décision rapides, où je vois que ça va beaucoup plus simplement, on va pas dire à rapidité pour moi, parce que j'arrive à analyser tous les paramètres et de façon très pragmatique, alors que parfois, il faut que j'insiste pour expliquer que voilà, j'ai bien vu ce paramètre-là et qu'il faudrait plutôt prendre cette décision-là, tout en ménageant, on va dire, les égos. Donc, pas simple. Et puis, il y a de l'émotion. Après, je sais pas, est-ce que le côté homme-femme fait que j'arrive à être beaucoup plus pragmatique et mettre moins d'émotion. Mais ça devient de plus en plus lourd, en fait, cet aspect-là au quotidien, parce que ça crée des divergences, et notamment sur l'éducation des enfants. Là, en fait, vous illustrez tout ce que vient de dire l'invité, Ariel. Bon. C'est ce qui m'a fait réagir et m'a fait prendre mon téléphone et qui m'a envie d'appeler. Alors, Kamel, parce que moi j'ai lu le livre d'Ariel et parce que vous avez parlé de votre femme et ça me fait penser à un passage que j'ai lu. Vous dites qu'elle a fait des hautes études, mais il peut s'avérer que souvent les personnes qui se marient avec une personne qui est douée, qui a été diagnostiquée ou dont on a posé le diagnostic de doué. Alors je sais pas si on dit diagnostic, vous n'aimez pas non plus. Non, c'est pas une maladie. On dit quoi? Non, qui a été identifié comme... Ouais. Oui, il se peut qu'elle le soit aussi. Hein. Oui. Peut-être, hein, je ne sais pas. En fait, comme je l'ai expliqué, en fait, mon fils l'est. Donc, j'ai un garçon de 8 ans qui a commencé à avoir des problèmes à l'école. Et donc, la pédopsychologue de l'école avait identifié ça et avait dit qu'il serait bien qu'on fasse le test. Et donc, ça s'est avéré... vrai, pour ma part, j'avais passé le test à l'adolescence parce que pareil, je commençais à avoir des problèmes et mes parents pensaient plutôt à une crise d'adolescence, alors que ça l'était pas. Mais pour mon épouse, non, c'est pas le cas. Après, c'est quelqu'un de très intelligent. J'arrive à avoir des discussions de très 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 haut niveau avec elle. C'est juste que au quotidien, sur des problématiques beaucoup plus terre à terre, j'ai l'impression que je sais pas. En fait, en gros, ça va sur la façon de réagir par rapport à une bêtise d'un de mes enfants. Et la bêtise en soi, elle est plutôt simple. C'est juste que je vois que dans l'analyse et sur le long terme, il y a des divergences qui se creusent donc sur la décision
Et j'avoue que c'est pas simple. Je vais pas dire que c'est un mal-être, mais c'est très difficile à gérer comme situation. Donc, moi, le livre, je vais me le procurer de façon sûre. Parce que je suis en plein questionnement. Elle a peut-être une intelligence plus abstraite. Elle a peut-être l'intelligence qui lui permet de faire des hautes études, c'est-à-dire une très bonne mémoire, une intelligence, disons, scolaire, quelque chose de scolaire, de suivre des cours, d'intégrer ce qu'on apprend, sans le côté plus créatif, sans l'étincelle qui fait que ça colore différemment les réactions. Vous devez réagir non seulement intellectuellement, mais avec aussi une sensibilité, avec l'affectivité, qui fait que ça va plus vite, parce que ça n'est pas purement intellectuel, ça va plus vite. Tandis qu'elle, c'est, disons, plus scolaire. Je ne peux pas détailler davantage, mais je pense que c'est de cet ordre-là. Alors, en fait, c'est surtout en fait, je sais, hein, comme je dis, je vais essayer de peut-être me procurer le livre et j'aurai une lecture un peu plus approfondie, je comprendrai encore d'autres aspects, mais des premières pistes de synchronisation pour pouvoir mieux fonctionner ensemble, parce que c'est ce à quoi j'aspire au final. Comme vous le disiez juste à l'heure, je suis très amoureux, je ne compte pas changer, je suis malgré tout très bien. Mais j'ai besoin que ça fonctionne mieux, parce que je sens que des écarts se creusent davantage avec les enfants surtout, notamment parce qu'ils grandissent, donc il y a de plus en plus de questions qui se posent, et malheureusement il y a de plus en plus de divergences. Il faut mieux comprendre le fonctionnement de l'autre, savoir exactement comment l'autre peut raisonner, comment l'autre fonctionne. Mais chacun des deux doit faire cette démarche. C'est-à-dire qu'elle aussi doit comprendre comment vous fonctionnez. Pour que ça fonctionne bien, il faut que chacun se sente compris. C'est déjà pas en avant. Vous pointez justement quelque chose de particulier, parce que, alors en fait, dans mon fonctionnement général, et pas seulement avec mon épouse, dans mon fonctionnement général, en fait, j'essaie toujours d'avoir une espèce de regard... je sais pas si on dit altruiste, mais en gros, j'essaie toujours de me positionner comment l'autre voit les choses. Donc, dans le cadre de mon travail, avec un commerçant, en fait, j'essaie toujours d'avoir des espèces de me positionner sur la position de l'autre pour établir des rapports gagnant-gagnant, c'est-à-dire de sorte à ce que tout le monde soit content. Et toujours essayer de comprendre, quand je vois quelqu'un réagir de façon un peu exagérée, j'essaie de me positionner dans sa position, et je me dis, ah oui, mais peut-être qu'il dit ça qui n'a rien à voir avec ce qui se passe avec moi, et qui fait qu'il réagisse comme ça. Sauf que malheureusement, j'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à le faire. Elle fonctionne pas comme ça, donc elle n'arrive pas forcément à comprendre. Je sais pas mettre des mots sur la situation, mais en gros, c'est un jeu que j'ai l'impression de jouer seul. Donc vous pointez vraiment quelque chose. Donc moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup et qui nous évite certains conflits. Mais elle n'a pas cette posture-là, et pourtant on en a parlé, mais j'ai l'impression qu'elle a du mal à l'être. Ou je sais pas, peut-être que mon esprit est peut-être un peu trop compliqué, ou mes positions sont difficiles en fait à transposer dans la tête de quelqu'un d'autre. Ça, je ne sais pas. Mais je vous dis, parce que vous raisonnez intellectuellement, mais en même temps l'affectivité, la sensibilité jouent. Donc votre raisonnement est différent, un peu enrichi. Elle est plus intellectuelle, plus abstraite, il faudrait on peut essayer de lui expliquer comment on peut voir les choses autrement, parce que elle fonctionne en bon ingénieur, logique, clair, et tout devrait fonctionner comme ça, selon des cadres bien préétablis. Il n'y a pas le petit apport de fantaisie, ou que donne ce qu'on a pu percevoir de façon subliminale. Elle n'a pas ça. Vous l'avez perçu, vous l'avez intégré tout de suite. Je ne sais pas si vous êtes vendeur, mais enfin, vous devez être un excellent vendeur, en tout cas. Enfin, vous devez... Pas du tout, je suis ingénieur moi-même également. Oui, mais vos idées, vous savez les faire passer aux autres, parce que vous comprenez comment ils fonctionnent, et vous vous adressez à leur fonctionnement.
Voilà. Tandis que elle, mais au quotidien, on peut pas faire ça tout le temps, ça n'est pas possible. Elle est trop rationnelle. Faites-lui lire des livres de fantaisie. Mon livre. Alors, c'est pas vraiment un livre de fantaisie. Hein. Non, mais c'est un livre sérieux quand même. Il se lit bien, il se lit bien, mais c'est sérieux. Hein. C'est pas de la fantaisie, oui. Mais il n'est pas austère. Voilà. Ouais. Kamel, en tout cas, merci de votre témoignage. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. À bientôt, Kamel. Au revoir. Alors, il y a quand même des études qui ont été faites. Quels sont les problèmes que les femmes qui présentent un quotient intellectuel très élevé ont pour se marier ? C'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'on n'a pas tendance à les considérer comme intelligentes. Ce qui est frappant, c'est ce qui sort par exemple des débats politiques, tout ce que les hommes politiques, enfin dans l'Assemblée, tout ce qu'ils peuvent balancer à leurs collègues féminines, c'est invraisemblable. J'ai entendu il y a 2 jours, je ne sais pas qui, parce que c'était par hasard à la radio, mais je ne sais pas qui, il y a un député qui lui dit « il faudrait que vous commenciez par vous acheter un cerveau ». Alors que si elle était députée, elle n'était pas idiote, certainement. Et une femme, a priori, je ne sais pas pourquoi, on ne peut pas considérer qu'elle est intelligente. Et si elle est jolie, elle est forcément idiote. C'est terrible. C'est ce que je dis. Je dis que les jolies femmes et les jeunes enfants, on ne peut pas considérer qu'ils soient intelligents, donc on ne comprend pas ce qu'ils disent. Parce que comme on n'imagine pas qu'ils puissent dire quelque chose d'intelligent, on ne comprend pas ce qu'ils disent. Le gosse de 3 ans, 4 ans qui dit quelque chose de très astucieux, très pertinent, on ne comprend pas. Parce que c'est pas possible qu'il dise ça à son âge. Et une jolie femme qui dit quelque chose d'intelligent, c'est pareil. Donc elle a beaucoup de mal à se faire reconnaître. Oui, ou alors on leur colle une étiquette de trop exigeante. Alors exigeante et puis intransigeante, fantasque, capricieuse. On ne peut pas la comprendre. Et j'avais fait une conférence sur les femmes et j'avais dit qu'elles avaient la fatigue de quelqu'un qui nage à contre-courant. Et ce texte, je l'ai fait lire à beaucoup de mes clientes, beaucoup d'amis. D'ailleurs, vous le reprenez dans votre livre. Hein. Oui, parce que l'image, tout le monde dit, mais c'est exactement ça. On nage à contre-courant. Pour elles, c'est beaucoup plus difficile de se faire reconnaître, admettre. Il y a toujours... C'est plus difficile aujourd'hui de se faire admettre comme doué quand on est une femme que quand on est un homme, c'est ça ? Ah oui, un homme, on accepte, on pense que oui, l'intelligence, ça va. Mais une femme, c'est comme si on était surpris chaque fois, donc on ne comprend pas ce qu'elle dit, on pense que ça n'est pas elle. Si elle réussit quelque chose, on dit elle a été un peu trop complaisante, c'est la promotion canapé, ou bien elle connaît des gens, enfin, on n'imagine pas qu'elle puisse réussir par ses seuls mérites. Vous dites qu'il est important de savoir qu'on est doué quand on l'est. Absolument. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir ? Parce que, et vous dites aussi dans votre livre qu'il y a encore beaucoup de gens et beaucoup qui nous écoutent qui sont doués sans le savoir. Oui, absolument, parce que sinon il y a ce sentiment de différence. C'est très frappant dans les relations sociales. La plupart des gens doués n'aiment pas le bruit, ils n'aiment pas aller en boîte de nuit, n'aiment pas les grandes soirées ou très bruyantes, ou ils captent trop de choses désagréables, et puis le bruit, ils sont souvent hyperacoustiques, donc le bruit il leur fait mal aux oreilles. Et puis les conversations ne les intéressent pas, c'est trop superficiel. Ils préfèrent des petits groupes d'amis où on rit, on s'amuse, on fait des plaisanteries qui sont pas forcément très très fines, mais des calembours, c'est pas forcément très fin, mais ça fait rire tout le monde. Et ils sont pas bien. Et si ils sont pas bien dans des grands groupes, et s'ils n'ont pas la grille de lecture, ils pensent qu'ils sont anormaux, que ça n'est pas normal. Et s'ils sont un peu déprimés, ils voient un médecin qui leur dit c'est très facile, sortez. Ils sortent, c'est encore pire. En plus, s'ils sortent, ils sont en mauvais état, ils peuvent pas draguer, donc ils sont vraiment mal. Et ils se disent, je suis vraiment mal, je suis vraiment anormal. S'ils savent pourquoi, eh bien, ça y est, ils peuvent dire, voilà, avec un tel, je m'entends bien. Je ne peux voir que des gens avec qui je m'entends bien. Je ne dois pas me forcer pour voir des gens qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, qui rigolent de choses qui me font pas rire, qui comprennent pas mes plaisanteries. Voilà, donc il faut savoir qu'on est doué. C'est important parce que ça met un mot sur ce que vous appelez la fatigue existentielle et qu'on n'arrive pas à expliquer souvent. Oui, je dis fatigue existentielle. Ouais, je l'ai retenu, ouais.
Tu as des états d'exemple de fatigue existentielle. Ça doit être une citation, non ? Ouais. Pourquoi ça vous ressemble pas, la fatigue existentielle ? Non, je parlais de nager à contre-courant, je ne suis pas aussi intellectuelle. Mais cette fatigue-là, c'est se forcer à être comme les autres, alors qu'on n'est pas comme les autres. Ce n'est pas possible. C'est pas la peine d'essayer de se forcer. Ça, c'est... Il y a ça. Et l'autre écueil, qui n'a rien à voir, c'est le fait que les gens doués ne savent pas travailler. Donc souvent, ils échouent à leurs examens. Donc ils ont des postes, des carrières qui sont entravées. Ils sont à un niveau social, enfin un niveau professionnel bien en deçà de leur capacité. Et là, ils souffrent terriblement. S'ils savent pourquoi, ils peuvent reprendre des études. Ça peut aller mieux. Au moins, ils savent pourquoi. Et ça, on peut le faire à tout âge ? On peut le faire à tout âge. Vous dites que les personnes qui sont douées sont à la recherche d'une cohérence. Une cohérence de quoi ? De tout. J'avais dit une fois dans une conférence, enfin, j'ai pas de PowerPoint, je sais pas utiliser ça. Je dis, mais s'il y avait un seul mot pour qualifier les gens doués, ça serait cohérence, et je le mettrais en rouge, clignotant. Vraiment, la cohérence, c'est le mot qui correspond aux gens doués. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit en ordre. Il faut que les choses aillent bien ensemble. Il ne faut pas qu'il y ait de dissonance. Il faut que les idées s'enchaînent. Il faut pas quelque chose qui semble arbitraire. Il faut que la logique existe toujours et que ce soit un peu ordonné. Les jeunes enfants aiment acquérir un savoir parce que plus on sait de choses et plus c'est ordonné. Par exemple, comment l'univers fonctionne. Enfin, c'est ambitieux, mais c'est quand même important. Comment l'univers fonctionne. Si on sait comment fonctionnent les planètes les unes par rapport aux autres, comment ça tourne, comment ça va et comment ça tient, eh bien, c'est plus rassurant. Et la connaissance donne une certaine maîtrise. Mais pour ça, il faut pas que ce soit un savoir dispersé. Il faut que le savoir soit rassemblé en quelque chose de cohérent, quelque chose qui tient. Alors qu'est-ce que la personne, qu'est-ce que la personne de douée recherche dans un partenaire, dans l'autre finalement? L'amour, mon pauvre. L'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Donc, il recherche un écho, il recherche un bonheur, il recherche quelque chose. Je ne veux pas dire un confort parce que ça ne va pas, mais le bonheur qu'on éprouve quand on est avec quelqu'un. Ces sentiments amoureux, c'est très difficile. Il y a de la chimie, il y a de l'alchimie, il y a tellement de choses qui se passent que c'est ça que les gens recherchent. D'accord. Mais ils cherchent quand même à être en couple. Mais oui, tout le monde cherche à être en couple. Tout le monde est... au fond du fond, tout le monde est romantique. Ouais. Je trouve, au fond. Mais des gens disent, non, moi j'ai pas besoin, moi ça va, je peux me débrouiller tout seul. Mais au fond, c'est quand même les romans, les films, toutes les histoires, les gens et toutes les revues qui se vendent ne parlent que d'histoires d'amour. Bon, alors expliquez-nous le mode d'emploi spécifique des personnes qui sont douées en amour. Qu'est-ce qu'on doit savoir ? On doit savoir qu'il y a des choses qu'on ne pourrait pas accepter, qu'on ne pourrait pas supporter longtemps. Justement, d'être obligé de réduire son discours, que les conversations soient sur des sujets qui soient trop superficiels ou qui ne correspondent pas. On doit chercher aussi à éprouver les mêmes émotions, par exemple devant un paysage ou devant un film. Enfin, c'est aussi bien si on aime regarder les mêmes choses, si on est sensible à la même beauté, si aussi avoir ce sentiment que sa personnalité s'élargit, qu'on n'est plus réduit à sa seule personne, mais que c'est plus vaste. Dans le monde, on est deux, on est plus assuré. Ça, je pense que c'est ça que les gens cherchent. Alors vous publiez une courbe dans votre livre, c'est la courbe miracle, pour savoir qu'est-ce qui ferait que deux partenaires s'entendraient merveilleusement bien. Oui, c'est la courbe de Gauss. Oui. Au moins, ça ne suffit pas. Il faut que les deux soient aussi doués et le même fonctionnement intellectuel, mais ça ne suffit pas. Ils peuvent très bien, justement, c'est ça le drame aussi, c'est qu'ils peuvent être attirés par quelqu'un qui est très doué parce qu'intellectuellement ça fonctionne bien, mais le reste ne va pas du tout. Donc ils peuvent être piégés comme ça et ça ne va pas. Il y a des gens, par exemple, qui sont fusionnels. Il y en a d'autres qui ont besoin de solitude. Et celui qui est fusionnel ne comprendra pas.
l'interprétera mal, celui qui a besoin de solitude. Alors qu'on peut être amoureux de quelqu'un et avoir aussi besoin de se retrouver soi-même à certains moments. Est-ce que ça fait des bonnes victimes, enfin des parfaites victimes ? Idéal pour les pervers. D'ailleurs, les victimes de pervers sont des gens doués, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, voilà. Parce qu'ils sont perfectionnistes. Ils ne comprennent pas le mal. Quand on dit qu'ils ne comprennent pas ce que comprennent les autres, ils n'imaginent pas qu'on puisse faire du mal gratuitement. Ils n'imaginent pas que quelqu'un puisse chercher à les détruire ou à les manipuler ou à les dominer. Donc, ils pensent... Et parfois, ils ne sont pas sûrs d'eux, ils n'ont pas une très bonne image d'eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils sont doués. Donc, c'est en or pour quelqu'un de pervers qui devient de plus en plus exigeant, qui devient de plus en plus sadique, en les faisant tourner en bourrique, en leur donnant des ordres contradictoires et en disant « mais c'est de ta faute, tu n'as pas compris ». Et donc, la personne douée ne sait plus où il en est et il est complètement perdu. Et dans un couple, par exemple, l'homme au début dira « tu es une magicienne, tu m'as sauvé la vie », ou bien la femme peut dire ça. Et puis après, c'est la catastrophe. Après, c'est non, tu me déçois, t'es nul, j'aurais pas cru, mais ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi, je vais dire ce qu'il faut faire, et détruit complètement la personne. Il y a une caractéristique que vous décrivez, c'est par exemple la générosité. Vous dites que ce sont des gens qui sont très très généreux, et donc ça fait des parfaits pigeons, par exemple. Ah oui, ils se font avoir, ils sont très souvent avoir. C'est ça, on se dit, mais comment quelqu'un d'intelligent comme ça a pu se faire avoir ? Ils ont eu quelque chose de naïf, de crédule. Parce qu'eux-mêmes ne sont ni menteurs, ni méchants, ni manipulateurs. Donc ils n'imaginent pas que les autres puissent l'être et ils se font avoir. Ce qui est marrant, c'est qu'en début d'émission, vous avez dit qu'ils avaient une forme de radar. Oui. Qui leur permettait de détecter des personnes malveillantes alors que personne ne les voit. Oui. Et ça veut dire qu'en amour, ils pourraient se faire avoir. Et à ce moment-là, leur radar pourrait ne pas fonctionner. Leur radar ne fonctionne pas ou ils veulent pas l'écouter. Et même en affaires, parce qu'il y a des gens, je vois des gens qui ont été ruinés par des associés qui disent « mais je le sentais, pourtant je le sentais pas cette personne ». Mais alors ce que je vous dis, ils trouvent des excuses. Oui, mais il a été malheureux. Oui, mais ils trouvent des excuses pour justifier le comportement un peu suspect, un peu louche de la personne. Et ils se font avoir. Et en amour, c'est pareil. Oui, mais il a été malheureux. Il sort d'une histoire très dure. Et puis voilà, mais puis pas du tout. Il est complètement pervers, mais il n'imagine pas qu'on puisse faire le mal. Il n'envisage pas le mal, ce qui est malheureux. Ils captent, mais ils n'ont pas... Ils ne le voient pas quand ça les concerne, en fait, non, c'est ça ? Ils ne le voient pas, et puis ils trouvent une justification. Il y a le sentiment qui vient, donc ils trouvent une justification. Et après, c'est trop tard. Comment vivre en couple, alors, avec un surdoué ? Quand les deux sont surdoués, ils sont très heureux, hein. Et ça fait des enfants doués ? Ah oui, alors il y a une part génétique, ça c'est sûr. On a beau protester, il y a une part forcément génétique. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Kamel, que ses enfants et son fils a été doué. Il y a une part, et non, des familles de doués, c'est malheureux parce qu'ils ont tendance à vivre en autarcie, parce qu'ils sont bien entre eux et pas à l'extérieur. Là, on repart sur des familles fusionnelles, en fait. Voilà. Non, sans être complètement fusionnels, ils sont tellement bien ensemble, mais que c'est difficile. Mais ils ont des amis en général. Les gens doués ont des amis doués. Les vrais amis sont doués. Donc ils forment des groupes comme ça. Et leurs amis sont doués, les enfants sont amis ensemble. Oui. Mais... Donc finalement, il faudrait des sites internet de rencontres pour personnes douées. Alors, il y a des tentatives. On compte beaucoup sur l'intelligence artificielle. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Il y a des tentatives. J'en parle. J'avais fait des recherches. Quelque chose qui s'appelle Cupid, je ne sais pas quoi. J'avais regardé, mais bon, j'ai un peu oublié. Mais on fait des recherches avec les QI. Mais je ne sais pas. Je sais pas. Je vais pas me lancer là-dedans. Je n'en sais rien. C'est peut-être pas la solution. Il y a un truc qui m'a alerté. Vous dites que les gens doués souffrent de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Pourquoi ? Ah oui, alors là, c'est classique. Hein. C'est classique, c'est presque de base. C'est vraiment le syndrome de base. C'est à rappeler pour tout le monde ce que c'est, ce que ce fameux syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire l'impression qu'il est nul, il ou elle, ouais. et ils sont nuls,
que tout le monde, ils ont eu de la chance jusqu'à présent, ils ont pu donner le change, ils ont réussi, donc ils ont réussi des choses à leur travail, ou bon, ils ont su faire, donc ils ont eu de la chance, mais qu'un jour le bon génie qui les a guidés va disparaître, et on s'apercevra qu'ils sont nuls. Eux savent qu'ils sont nuls, les autres ne le savent pas encore. Et pourquoi ? Parce que leur réussite est très facile pour eux. Ils enchaînent vite les idées. Ils ont des idées rapidement et ils ont beaucoup d'idées. Ils font des synthèses rapides. Comme a dit Kamel, qu'il arrivait vite à des solutions. Eh bien, ça leur paraît tellement facile qu'ils ont l'impression de n'avoir aucun mérite. Je vois maintenant que le bac est quand même plus facile. Je vois des gens, des adolescents, qui me disent qu'ils n'ont pas travaillé du tout. Ils ont eu une mention. Ils n'ont pas travaillé, donc ça n'est pas juste. Alors, voilà comment s'installe le syndrome de l'imposteur. Ils ont eu des camarades qui ont bossé comme des malheureux, qui n'ont pas eu une mention, qui pire ont réussi à être collés, ce qui était difficile. Et eux n'ont rien fait, ils ont eu une mention. Et ils disent, mais si j'avais bien travaillé, si j'avais un peu travaillé, j'aurais eu une mention très bien. Là, j'ai une mention bien parce que j'ai pas du tout travaillé. J'ai eu de la chance. Donc, la chance, ça va tourner. La chance, on va pas toute sa vie avoir de la chance. Donc, la chance va tourner, voilà. C'est-à-dire qu'on attend finalement que ça tourne et d'être démasqué. Oui, parce que ce n'est pas normal. On n'aura pas de la chance toute sa vie. On pense n'avoir aucun mérite à réussir. En revanche, on voit ses fautes, ses défauts, ses failles. Et là, on se dit, là, vraiment, je suis nul. Les gens doués disent 10 fois dans la journée ou 20 fois, je sais pas, je suis nul. Et pratiquement jamais, ah là là, qu'est-ce que je suis intelligent. Là, ils disent, j'ai eu de la chance, quoi. Vous expliquez que les personnes qui sont douées portent une armure tous les jours et finalement sont obligées de s'adapter tous les jours à la société dans laquelle ils vivent et qui n'est pas faite pour eux. Oui, il faut avoir une armure. Mais je pense que tout le monde a besoin d'une armure. Mais celle des gens doués doit être plus solide, elle est forgée plus tôt, justement, pour se protéger de ces choses qu'ils ne comprennent pas, de la méchanceté. Ils captent, mais bon, ils captent, et puis de toute façon, ça ne leur donne rien. Pour se protéger, ils ont besoin d'une armure. Mais ce que je dis aussi maintenant, depuis peu, je dis que sous l'armure, on a un combattant. On n'a pas quelqu'un qui est terrifié, qui se protège. On a un combattant, et que dans la vie, c'est quand même souvent un combat, la vie. On part avec une armure, on part armé de son intelligence, armé de sa réflexion, armé de ses connaissances. On part armé. Et c'est un combattant de partir. Au Moyen-Âge, ils n'allaient pas au combat sans armure. Qu'est-ce qu'on a appris de fondamentalement nouveau sur la façon dont fonctionnent les personnes douées depuis 30 ans, que vous ne saviez pas, vous, quand vous avez commencé à vous intéresser au sujet ? On a fait des recherches sur le cerveau, avec l'IRM, avec surtout l'IRM, et on s'est aperçu que, point de vue cérébral, les connexions sont plus rapides, il y a plus la substance qui permet aux neurones de communiquer entre eux, elle est plus riche, ça fonctionne mieux. On s'est aperçu qu'il y avait des différences physiologiques au point de vue du cerveau. Ça, c'est ce qu'on a découvert, et il y a encore des recherches. Mais il y a un professeur qui s'appelle Habib qui a fait beaucoup de recherches là-dessus et qui le démontre scientifiquement. Bien. Alors, vous disiez tout à l'heure que c'est important, quand on est doué, de le savoir. Pour celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait les alerter ? Justement, par exemple, l'imposture, la difficulté à avoir des amis, avoir des amis, pas se sentir bien dans tous les milieux amicaux, dans tous les milieux, ça peut être professionnel aussi d'ailleurs. Une certaine facilité qui étonne, et puis le fait qu'ils puissent se lier d'amitié, sans parler d'amour, mais d'amitié très vite avec d'autres personnes qui s'avèrent aussi douées, qu'ils peuvent admirer. Dans l'amitié, il y a toujours une part d'estime, d'admiration pour l'autre. On l'estime, on admire quelque chose, et ça veut dire que l'autre personne est douée et qu'on est doué soi-même. Et ça, c'est ça qui peut les alerter. Ça, c'est ça qui peut vous dire, voilà, peut-être que ça serait une explication. Et il y a le goût, une curiosité intellectuelle, le goût pour les études, le goût d'en savoir plus, cette recherche de cohérence au quotidien. La cohérence, c'est aussi donner un sens aux choses, voilà. et ne pas se contenter de ce qu'on vous en dit.
Voilà, de chercher que tout soit en ordre, tout soit organisé. C'est pour ça que je parle des planètes, parce que c'est vraiment organisé. La douance est vraiment un sujet ça plaît beaucoup aux médias, ça plaît beaucoup aux gens. Est-ce que vous constatez, vous, dans votre pratique, qu'il y a de plus en plus de gens doués ou pas ? On ne peut pas savoir. Statistiquement, c'est 2%, c'est 2%. Hein. On reste jusqu'à 5%, mais je ne peux pas savoir, parce que finalement, les gens que je vois, ils viennent parce que je suis spécialiste, donc je ne vois que ça. Et je me dis que j'ai beaucoup de chance, que j'ai bien, que cette voie-là qui s'est ouverte devant moi. Mais vous en avez vu de plus en plus avec le temps, finalement. J'en ai vu des quantités. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Je les ai vus tellement malheureux. C'est pour ça que mais en même temps tellement malheureux, mais en même temps d'une telle richesse. Ils me surprennent toujours. Ils me surprennent avec leur raisonnement, avec leur humour. On n'a pas parlé de l'humour. Il y a un humour de doué. Il y a un humour tout court. Je pense que les humoristes, ceux qui nous font vraiment rire, sont doués. Ça, c'est certain. Ah ouais. Oui, ceux qu'on apprécie comme ça, je ne vais pas citer de nom, mais enfin, les humoristes qui ne sont pas que ceux qui sont un peu vulgaires, mais ceux qui sont vraiment très fins, ceux-là sont forcément doués. Il y a cet humour, il y a une créativité, il y a des idées, il y a une richesse un peu dans tous les domaines. Ariel Ada, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle le titre de votre livre qui vient de sortir, Faire le bon choix amoureux, les adultes doués et la quête amoureuse, aux éditions Odile Jacob. On revoit l'émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Il y a les podcasts aussi qui sont disponibles sur le site Beurre FM. D'ici 2 heures, il sera là. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation. Et très belle journée santé sur Beurre FM.